C'était un murmure enfoui dans un câble classé au-delà du secret, une ligne à peine perceptible mais si bien placée qu'elle fit vaciller tout un État. Un simple fragment de phrase perdu dans les méandres numériques d'un document scellé déclencha l'équivalent politique d'une secousse sismique. En 48 heures, Top Chrono Traoré devait remettre 60% du pétrole et de l'or de son pays, pas vendre, pas négocier, livrer. Faute de quoi, la machine à représailles allait s'enclencher froide et inarrêtable. Et comme pour ancrer cette menace dans le réel, tout en bas trônait en lettres implacables le nom de Donald J. Trump, président des États-Unis, certes, mais surtout stratège en chef d'un pillage diplomatique mondialisé calculé comme un coup de poker mené dans l'ombre avec le doigté d'un vendeur d'illusions. Ce n'était ni un projet de partenariat, ni un accord à discuter, c'était un ordre brut, enveloppé dans un silence glaçant, rédigé à la pointe sèche du chantage. Washington ne proposait pas, il imposait. Le message, sec comme un verdict, dictait un transfert pur et simple des richesses stratégiques nouvellement découvertes. Et le plus cruel, ce n'est pas qu'il y ait eu cette exigence. C'est qu'elle fut envoyée avec la certitude qu'aucun Africain n'oserait dire non. Avant de décortiquer ce qui allait devenir l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de ce siècle, pensez à liker la vidéo et activer la cloche. Croyez-moi, ce qui suit n'a rien d'ordinaire. Le document n'est pas arrivé par télépathie selon nos informations. Il fut transmis directement, comme une mallette nucléaire, par un ancien militaire américain devenu messager d'élite, escorté par des agents de sécurité privée made in USA, le tout dans un balai bien rodé de diplomatie de l'ombre. À peine le soleil s'étirait-il sur Ouagadougou, que la missive trônait déjà sur le bureau du capitaine Traoré, un texte aussi limpide que glacial qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Il fallait ouvrir les vannes du pétrole burkinabé aux multinationales américaines, permettre l'exportation de l'or sans restriction et, comble de l'audace, céder progressivement la gouvernance énergétique nationale à une entité placée sous pilotage washingtonien. Délai imposé. Moins de 48 heures. Passer ce cap, ce serait pluie de sanctions, étranglement économique et sabotage en interne. Ce n'était ni une négociation ni un dialogue, c'était une mise en demeure brutale, enveloppée dans un langage de businessman. Et à travers les lignes, on entendait la voix froide de Trump, cinglante, comme un relevé de compte. On vous a débarrassé des terroristes, maintenant l'addition s'il vous plaît. Ce que Donald Trump n'avait manifestement pas anticipé, c'est que, face à son ultimatum calibré comme un missile, il n'avait pas un politicien malléable ou un chef d'État docile, mais un capitaine au nerf d'acier. Ibrahim Traoré ne fronça même pas un sourcil. Sans attendre, il fit appeler son patron du renseignement, fit venir le plus haut gradé de son armée et leur lança une phrase aussi sèche qu'un couperet. Allez dire à Washington que le Burkina Faso n'est pas une marchandise. Et là, tout bascula. À peine l'horloge sonna-t-elle midi que la nouvelle embrasa le continent des studios de Lagos, au plateau de Kinshasa. Les rédactions s'enflammaient. Les unes surgissaient en rafale. Trump réclame les ressources africaines. Traoré sommé de céder sous 24 heures. L'affaire était partout, le globe suspendu à ce bras de fer inattendu, et pendant que les caméras du monde se braquaient, le Burkina Faso lui retenait son souffle. Traoré ne dégaina ni plume ni papier pour répondre. Sa réponse, il la forgeait dans le silence à coups de stratégie froide et d'alliage secret. Depuis des mois, loin des projecteurs, un secret colossal dormait sous la poussière du nord burkinabé. Non, ce n'était ni hypothèse, ni intox, mais bel et bien une découverte titanesque scellée par une cellule géologique clandestine née dans l'ombre du nouveau pouvoir. Des géologues russes cartographiaient le sous-sol pendant que des drones iraniens glissaient sous les radars ennemis et que des spécialistes nord-coréens verrouillaient chaque octet de données
comme un coffre-fort nucléaire. Tout était verrouillé, contrôlé, archivé, jusqu'au moment fatidique où la première foreuse s'enfonça dans la terre rouge. Ce jour-là, le silence prit fin, les satellites lointains français américains, toujours suspendus au-dessus comme des vautours célestes, repérèrent le moindre mouvement. Ce qui était caché ne l'était plus, et le monde venait tout juste d'ouvrir les yeux. Il n'aura fallu que 2 jours montre en main pour que les antennes des renseignements américains s'affolent une activité énergétique suspecte repérée en plein cœur du Sahara. En scrutant les flux logistiques, ils remontèrent des cargaisons en provenance directe d'Iran et du Venezuela. Des communications codées évoquaient discrètement la mise en place d'un couloir pétrolier totalement indépendant. Et ce n'était que le début. En silence, le Burkina Faso reprenait les rênes de ses propres mines d'or, remerciant poliment mais fermement les sous-traitants étrangers. Les sociétés pilotées depuis Paris cédaient leur place à des forces armées nationales. L'argent jadis aspiré vers la capitale française comme par siphon était désormais injecté dans un fonds de développement local. Et là, du côté de Washington, les visages se figèrent. Ils venaient de saisir ce que cela impliquait un pays africain, assis sur des gisements de pétrole et des montagnes d'or qui ne couraient ni après Wall Street, ni derrière les ordres du FMI. Un État qui, pour la première fois, puisait sa puissance, non pas dans l'assistanat, mais dans ses citoyens, dans son armée, et dans un cap tracé sans permission. Ce qui se jouait là n'avait rien d'une simple insoumission, c'était un précédent. Et c'est précisément ce précédent qui les faisait trembler. Le pétrole n'était qu'un prétexte. Ce qu'ils cherchaient à étouffer dans l'œuf, c'était une idée contagieuse, une graine de souveraineté, susceptible de germer au Mali, au Niger, au Tchad, voire jusqu'au Congo. Aussitôt, les téléphones commencèrent à chauffer du côté d'ExxonMobil, de Chevron et des grandes figures de Washington. Une seule obsession tournait en boucle: comment enrayer cette chose-là avant qu'on se retrouve avec une Libye version africaine et incontrôlable? La réponse vint tranchante: menacez-le, poussez-le à genoux, brisez-le. Mais voilà le hic, l'homme visé n'a pas été programmé pour se soumettre. Le courrier qui atterrit sur le bureau de Ouagadougou n'avait rien d'un dialogue diplomatique, il transpirait l'arrogance déguisée sous le vernis glacé des affaires. La délégation de Trump l'avait présenté comme une offre commerciale classique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'était ni une proposition, ni un accord à discuter, c'était une mise en demeure maquillée, une extorsion soigneusement rédigée. 6 pages, estampillées, cadre confidentiel stratégique pour l'acquisition de ressources et bourré d'exigences. En clair, les États-Unis exigeaient la mainmise sur 60% de la production pétrolière burkinabé, soi-disant pour garantir la stabilité et l'investissement en infrastructures. Quant à l'or, sa sortie du territoire devait désormais passer entre les mains de opérateurs accrédités. Comprenez, approuvé par Washington. Et cerise sur le gâteau, un comité conseil américain se verrait accorder le droit de regard sur chaque nouveau contrat minier et sur la répartition des bénéfices. En retour, une poignée de promesses: coopération sécuritaire, gadgets militaires, transfert de technologie, et la fameuse garantie contre un changement de régime. Un deal vraiment. Plutôt une laisse dorée. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agissait bel et bien d'un bouclier contre renversement politique. Une jolie formule administrative pour dissimuler une menace à peine voilée. En clair, pliez ou le sol s'ouvrira sous vos pieds. Tout en haut, souligné rageusement au feutre rouge, Traoré, 24 heures. Ce n'était pas de la diplomatie ni même du néocolonialisme classique, c'était un impérialisme version numérique, brut, sans filtre, assumé. À Washington, on tenta de sauver les apparences. Le discours officiel murmurait que Trump agissait de manière isolée en électron libre, sans mandat formel. Mais dans les salons fermés du pouvoir, nul ne levait le petit doigt.
Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Trump ne faisait que mettre en mots une vérité cynique que l'Occident murmurait depuis des décennies. Le visage du dirigeant importe peu tant que les entrailles de l'Afrique leur appartiennent. Pourtant, le message avait touché la cible. Ibrahim Traoré l'avait reçu haut et clair et sa réponse était déjà tracée. Pas question que des forces extérieures écrivent notre destin. Si c'était pour en venir aux mains, il n'entrait pas sur le ring en simple pion. Il débarquait en chef, la casquette du souverain bien en place. Et voilà que Trump avait choisi de provoquer le mauvais opposant. Quand le papier atterrit dans la salle de crise, Traoré ne fit aucun geste précipité. Il le lut posément 2 fois, reposa la feuille, se leva et d'un ton sec comme un couperet, lâcha « Voilà donc leur prix pour la paix, l'esclavage en costume cravate. » Pas d'hésitation, pas d'attente, il alluma l'étincelle. « Vous réclamez 60% de notre futur. Très bien, vous aurez 100% de notre résistance. » Il n'a pas téléphoné à Paris, ni supplié Washington. Il a décroché pour appeler le commandant de la Force spéciale de souveraineté, cette unité clandestine conçue précisément pour les coups durs. Les ordres tombèrent comme des éclairs, verrouiller chaque champ pétrolier, multiplier les escortes autour des convois d'or, couper toute transmission de données vers des prestataires étrangers et préparer la chaîne nationale à diffuser un message. À l'heure dite, tout le pays fut rivé aux écrans. L'image bascula dans le noir, puis le direct scintilla sans fioriture. Pas de décor tape à l'œil, pas de mise en scène hollywoodienne, juste Traoré en tenue la main posée sur le drapeau burkinabé, l'autre sur un dossier marqué « Menace US ». Confidentiel. Sa parole calme et tranchante claqua dans les foyers. Il rappela au peuple du Burkina Faso et à toute l'Afrique que l'on leur proposait de troquer leur pétrole, leur or et même leur dignité contre la peur. Et, après un silence lourd, il s'adressa sans détour à ceux qui tiraient les ficelles à Trump et à ses alliés pour leur dire qu'ils s'étaient gravement mépris. Nous ne sommes ni la Libye ni l'Irak. Nous ne sommes pas votre terrain de jeu. Refus catégorique, la terre du Burkina ne se bradera pas pour vos luxes et on ne se rendra ni au bal ni aux banques. Vous aviez donné un ultimatum de 48 heures. Très bien, prenez 48 heures pour emporter votre avidité, vos menaces et votre suffisance et quittez le sol africain. Il se redressa, salua brièvement, puis disparut de l'écran sans une once de retour en arrière. Aucun débat, aucune supplication, zéro recul. Pourtant, alors que la voix de Traoré faisait vibrer tout un continent, que les cris d'adhésion résonnaient de Dakar à Khartoum, un autre orage grondait dans le silence des coulisses. Là, dans les tours vitrées des géants pétroliers et les couloirs feutrés des agences de renseignement, la panique s'était glissée comme une fuite invisible. Chez ExxonMobil ou Halliburton, les téléphones chauffaient. Les appels fusaient vers Washington. Les cellules de crise s'agitaient, calculant pertes et scénarios. Et dans les profondeurs du QG de la CIA à Langley, les alarmes clignotaient une vérité embarrassante. Traoré n'avait pas plié. Pire encore, il était monté sur scène à visage découvert. Et c'était ça le vrai cauchemar. Si le Burkina se permettait de refuser et d'en sortir vainqueur qui pourrait ensuite empêcher le Mali, le Niger, le Tchad, ou le Congo d'emboîter le pas, la pression monta d'un cran, des officiers de la CIA multiplièrent leurs apparitions en Afrique de l'Ouest, tandis que des drones de surveillance resserraient leur orbite au-dessus des gisements pétroliers et des axes d'or. Sur Internet, une campagne d'attaques et d'insinuations prit feu accusant Traoré d'instabilité, d'impulsivité, voire d'inaptitude mentale. Non loin de la frontière ghanéenne, on signala le mouvement de contractants privés liés à une célèbre société de renseignement. Le message naqué depuis Washington ne prêtait guère à l'ambiguïté, il fallait que cela cesse sur le champ. Mais déjà, la réplique de Traoré faisait écho à travers le continent,
l'Afrique n'était pas une marchandise à brader. Leur objectif, défaire la résistance de l'intérieur. Dans l'ombre de la tourmente, les grands médias occidentaux, comme par enchantement synchronisé, déroulèrent un nouveau récit bien huilé. L'isolement économique du Burkina Faso risque d'ouvrir la voie à une catastrophe humanitaire, claironnaient les spécialistes. Pour eux, pas de doute, Traoré était en train de précipiter son pays dans le chaos. Mais sur le terrain, la réalité chantait une autre mélodie. Le pays tout entier se mobilisait. Les volontaires affluaient pour garder les puits de pétrole, les postes de surveillance se multipliaient. La riposte ne se limitait plus aux armes, elle prenait racine dans la culture, dans le cœur du peuple, et s'étendait comme un feu de brousse. Dans les universités, les étudiants montaient des ateliers sur la souveraineté économique et la dignité des ressources. Des collectifs de femmes parcouraient les routes poussiéreuses pour nourrir les soldats veillant sur les mines. Et à chaque nouvel article alarmiste signé CNN ou BBC, la jeunesse n'enrageait pas. Elle riait doucement et repartageait avec ironie une phrase devenue virale: « Quand il le déteste autant, c'est qu'il dérange pour de bon ». Et Traoré avait saisi l'essentiel, l'adversaire n'était pas un homme seul, mais un engrenage entier banque, planétaire major, pétrolière, agence d'espionnage et empire médiatique, une mécanique qui depuis des générations avait dépouillé le continent. Et voilà que cette machine concentrait soudain toute sa force contre un seul individu simplement parce qu'il avait osé l'insoutenable, refuser ouvertement. Le Burkina Faso se trouva encerclé sur tous les fronts politiques, économiques, numériques, mais Traoré n'était pas isolé. Quelques jours après son refus net de céder 3 avions militaires, se posèrent à Ouagadougou. Pas d'armes flamboyantes, seulement des frères, venus d'ailleurs, le colonel Assimi Goïta du Mali impassible, le général Abdourahmane Tiani du Niger au regard de braise, et le colonel Mamadi Doumbouya de Guinée, marchant d'un pas résolu, sans cérémonial ni escorte diplomatique. Ensemble, ils franchirent sur les portes du palais, et quand ils en ressortirent, ils se placèrent aux côtés de Traoré pour que le monde voie. Puis vint la phrase qui fit vibrer toute une région: « Touchez au Burkina Faso, et c'est nous tous que vous touchez ». Ce n'était pas un simple slogan, mais l'ébauche d'une doctrine, la riposte africaine, le bouclier AES. Le Mali dépêcha des cadres aguerris pour protéger les gisements. Le Niger envoya des unités logistiques pour maîtriser les pistes désertiques, et la Guinée ouvrit son ciel au ravitaillement d'urgence. Et rapidement, la confrontation déborda du champ de bataille. Elle prit des formes politiques, économiques et symboliques à l'échelle du continent. La bataille ne se menait plus uniquement sur le terrain, elle grondait désormais en ligne. Les plateformes soutenues par l'AES ripostaient, avec puissance, déconstruisant les récits biaisés venus d'Occident, exposant les dessous nauséabonds de la guerre pour les ressources et martelant un cri de ralliement devenu viral. Nos richesses, notre futur, notre lutte. L'onde de choc traversa les frontières comme un séisme. À Bamako, la rue vibrait d'une solidarité brûlante envers Traoré. À Conakry, des fresques géantes le représentaient debout sur des fûts de pétrole, le drapeau burkinabé flottant dans le vent comme un défi. Du Tchad à la Centrafrique, la jeunesse clamait à l'unisson « AES ou rien ». Pendant ce temps, à Washington et ailleurs, les agences de renseignement tentaient désespérément de comprendre, mais elles avaient raté l'essentiel, ce qui était en marche n'était plus une affaire burkinabé. C'était un pare-feu continental, un élan irrésistible porté par une génération nourrie par la mémoire de la trahison trempée dans la flamme de la révolte et animée par une vision inébranlable, celle d'une Afrique debout, libre et unie. Tandis que les capitales occidentales ruminaient dans l'ombre rongée par la stupeur et la frustration, 2 mastodontes de la scène mondiale déjà en mouvement avançaient à pas feutrés mais décidés la Russie
et la Chine. Pas d'ultimatum ni de postures impériales. L'heure à tout. Une diplomatie chirurgicale, des technologies clés en main et une phrase gravée à jamais dans la mémoire de Traoré : vous n'êtes pas isolé. Moins d'une demi-journée après l'injonction tonitruante de Trump, une délégation chinoise sans tambour ni trompette foulait le tarmac de Ouagadougou. Pas de flash, pas de grands discours, juste des techniciens, des stratèges et une proposition qui redessinait la donne, une raffinerie flambant neuve livrée en moins de 3 mois, des outils d'analyse aurifère libérés de toute tutelle bancaire occidentale. Et surtout, un écosystème de commerce numérique entièrement arrimé au yuan digital, contournant avec brio le carcan du franc CFA et l'omniprésence du dollar. Désormais, le Burkina Faso ne serait plus seulement détenteur de ses ressources, il en deviendrait maître absolu du sous-sol à la salle de marché. Quant à la Russie, elle n'observait pas de loin, elle veillait de près. Moins de 24 heures après le ballet diplomatique chinois, un Ilyushin russe effleura le tarmac d'une base discrètement sécurisée. À l'intérieur, de l'équipement dernier cri pour la guerre électronique, escorté par une myriade de caisses anonymes, marquées sobrement « matériel défensif spécialisé ». Traduction simple, les zones pétrolières du Burkina Faso étaient à présent sous la bulle protectrice de dispositifs anti-drones made in Moscou. À Washington, ce fut la douche froide. CNN hurla à la naissance d'un nouvel axe explosif. Le département d'État s'indigna hurlant à la trahison, criant que Traoré s'était vendu à des régimes autoritaires. Mais sur le continent africain, personne ne tendait l'oreille à ces lamentations. Car sur le terrain, la lecture était tout autre. Traoré ne s'agenouillait ni devant la Chine, ni devant personne. Il jouait sa carte, il reprenait la main. La Russie et la Chine. Pas des maîtres, mais des leviers de puissance. Et l'AES. Ce n'était pas un rêve lointain, c'était un projet vivant, la promesse d'un futur arraché aux mâchoires du passé colonial. À ce point-là, ce que beaucoup jugeaient impossible était pourtant fait. Traoré, contre toute attente, venait de claquer la porte au nez d'un ultimatum made in USA, de pointer du doigt un pillage global déguisé en coopération et de fédérer non seulement Pékin et Moscou, mais aussi une bonne moitié de l'Afrique de l'Ouest autour de sa vision. Dans les studios américains, ce fut l'emballement général. CNN déroula l'alerte rouge en boucle. Menace stratégique, le Burkina Faso dans le viseur. Fox News entra en mode panique. Stopper Traoré. Les plateaux s'emplirent à vitesse, lumière, anciens barbouzes magnates, de l'or noir généraux en pré-retraite, tous récitant le même refrain, il est dangereux. Le traitant de désaxé, de despote, de pantin, de Poutine, de Kadhafi, version 2.0. Mais sur la toile, personne n'acheta cette soupe. Sur X, TikTok, Insta, les hashtags se déchaînèrent. Joa le lion, Als Burkina debout, Pals passe à vendre. Les créateurs s'embrasèrent. Les influenceurs rivalisèrent de punchlines pour saluer la claque historique infligée à l'oncle Sam. Même des voix afro-américaines s'invitèrent dans la chorale. Ce gars-là, il a balancé à Trump, il faudra me passer sur le corps. Et devinez quoi, il est encore debout. Voilà ce que j'appelle un vrai boss. Et au Burkina Faso, la réplique fut aussi créative que cinglante. Les jeunes transformèrent les bandeaux anxiogènes de CNN en refrains de hip-hop. Les rues se couvrirent de t-shirts affichant fièrement « Si CNN te déteste, t'es forcément sur la bonne voie ». Traoré dépassait désormais le statut de chef d'État. Il était devenu icône, punchline, vivante, étendard d'une génération. Même le sacro-saint Time Magazine n'eut d'autre choix que de s'y coller en une prochaine. Celui que l'Amérique n'arrive pas à faire taire, plongé au cœur de l'insoumission, signé Traoré.
La gloire comme un feu trop vif attire aussi les vautours, plus le nom de Traoré s'imposait sur les lèvres du monde entier, plus les menaces se multipliaient, cyberattaques orchestrées par des firmes obscures, marées de bots diffusant des ragots bidons, et dans les couloirs ombragés de Washington, les murmures d'un coup d'État reprenaient du service. Mais le peuple n'était pas dupe, le scénario prévu s'effondrait. Traoré, censé plier ou disparaître, tenait bon, et mieux encore, devenait viral. Un gamin de 35 ans, sorti tout droit de Ouagadougou, volait la vedette aux chefs d'État occidentaux sans cabinet de communication, sans fonds spéculatifs, mais avec ce qui dérange le plus, l'audace, la vérité et un baril de pétrole. Alors que l'ultimatum de 24 heures expirait, tout le monde retenait son souffle. Allait-il capituler, supplier ou frapper? Et il frappa. À l'aube, l'Assemblée nationale fut convoquée en catimini. Ordre du jour unique, une loi fulgurante pilotée par Traoré lui-même fut votée sans délai. À compter de ce jour, toutes les ressources pétrolières et aurifères du Burkina Faso sont nationalisées et définitivement inaccessibles aux firmes étrangères. À peine l'encre séchée, le décret signé partit comme une onde de choc. Aux premières lueurs du jour, tous les opérateurs occidentaux reçurent sur la sentence « Rangez vos affaires ». Adieu aux concessions des sociétés minières françaises et canadiennes. Une équipe US escortait illico vers la sortie. Aux diplomates, message limpide, pas de marchandage pour notre sol. Puis Traoré, en habit traditionnel sans médaille ni fusil, surgit sur les écrans nationaux. Une voix calme, ferme, portée par des siècles de résistance. Pendant trop longtemps, on nous a volés. Aujourd'hui, qu'on a repris notre bien, ils reviennent avec le sourire du prédateur. Mais je ne suis pas là pour servir l'ancien monde. Je suis là pour servir mon peuple fatigué d'être saigné. Un silence. Puis la phrase tampon, celle qui allait embraser tout le continent, le Burkina Faso ne tremble pas. Je ne négocierai jamais avec ceux qui nous ont pillés. Dans les rues, explosions de joie, percussions, cris, larmes et feux d'artifice. Il a dit non, il a dit non. Sur le net, les jeunes répondirent en images, mains serrant le sol carburant, pierre d'or chuchotant un mantra. Ce qui est à nous, on le protège. Trump attendait une soumission. Il eut une révolution. 12 heures plus tard, silence radio à Washington. Pas un mot, pas un tweet. Juste le chaos discret des couloirs, agents fébriles, traders nerveux alarmes dans les tours de verre. Et puis à 7 heures est, le tweet tomba en lettres capitales et hargne contenu. Traoré vient de signer sa propre perte. L'Afrique le payera cher. L'onde de choc fut instantanée. Les journalistes se jetèrent sur les plateaux. Wall Street vacilla. Mais à Ouagadougou, le capitaine Traoré, imperturbable. En voyant le tweet, il aurait esquissé un sourire, murmurant simplement « Voilà le bruit d'un empire en train de s'effondrer ». Derrière les déclarations enflammées et les tweets rageurs, une tension glaçante prenait forme. Dans les cieux africains, les satellites américains se multiplièrent comme des vautours. L'US Navy glissa silencieusement 2 destroyers près du golfe de Guinée, pendant que l'Africom glissait entre les lignes un avertissement feutré. L'instabilité s'envenime, mais à Ouagadougou, le silence ne rimait pas avec inaction. L'armée burkinabé, les nerfs d'acier, verrouilla l'espace aérien, coupa les routes aurifères, comme on claque une mallette, et déploya ses forces spéciales sur les points névralgiques autour de la capitale. La réponse de l'AES ne se fit pas attendre. Bamako envoya ses troupes fouler la frontière. Niamey braqua ses radars vers le ciel partagé. Conakry, elle balança une bombe diplomatique en pleine table, un accord de défense éclair avec promesse d'un retour de flamme instantané,
si une main étrangère osait effleurer le Burkina. Mais c'est ce qui suivit qui fit vaciller les certitudes. Ce n'était plus les présidents qui parlaient, mais les peuples eux-mêmes. Des milliers d'Africains du Cap à Dakar se pressèrent devant les ambassades américaines. Pas pour demander des visas, pour lancer un avertissement. Les pancartes parlaient Batijo pour eux. Toucher Traoré, c'est déclencher l'Afrique. Nos terres ne sont pas vos terrains de chasse. Gardez vos leçons, on garde notre fierté. À Washington, Trump fulminait devant son échec. Mais la flèche, qui transperça le cœur de sa campagne, ne venait ni de Bamako ni de Conakry. Elle fit à peine 43 secondes. Une vidéo, publiée par le capitaine lui-même. Face, caméra, l'œil calme et la voix d'un roc. Ce combat n'est pas qu'une histoire de baril ou de lingots. C'est notre âme qu'il convoite. Et je préfère tomber debout que vivre courbé. Moins de 2 jours plus tard, l'onde de choc secouait le monde. Partagée des millions de fois, la vidéo déclencha l'impossible d'anciens chefs d'État africains sortir de leur mutisme. Et à tour de rôle, ils murmurèrent tous la même chose. Il ne gouverne pas comme les autres, il incarne ce que l'Afrique attendait. Le monde s'arrêta de respirer. Mais pour le continent, c'était enfin un souffle le premier depuis des décennies.